Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, around 50 experts have convened in Cameroon's political capital, Yaoundé, this Thursday, September 12th, to discuss financing for the Congo Basin Forest. Well, this meeting is part of a national workshop aimed at promoting the COMIFAC initiative, which seeks to enhance international funding flows for climate and biodiversity projects in the region. Catch the full story in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. In sports, Naomi Eto's 22nd minute goal insufficient to see Cameroon to the quarterfinals of the Under-20 Women's World Cup in Colombia as the team fell by 1-3 in the hands of Brazil. This story and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Good evening once again. If you're just joining us, well, it's the 8 p.m. Bilingual Newscast. Tonight's news opens in the French language with you, Oriane Duncan. Good evening. Bonsoir, vous, Onila Donnet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, financement des forêts du bassin du Congo. Une cinquantaine d'experts sont réunis depuis ce matin à Yaoundé. C'est dans le cadre de l'atelier national de socialisation, d'appropriation de l'initiative COMIFAC pour l'augmentation du flux international de financement climatique et de biodiversité en faveur du bassin du Congo. Les enjeux de ces assises, c'est avec vous, Olivier Bouzique. Selon le premier rapport de Climate Focus, en regardant les flux de financement des 3 bassins des forêts tropicaux, l'on constate que le bassin du Congo ne bénéficie que de 4% des financements, lesquels sont constitués des aides publiques au développement pour plus de 68% et des prêts pour plus de 24%. La faute, selon les experts, aux procédures complexes des pays du bassin du Congo. Ces forêts qui permettent de réguler le climat, qui permettent de fournir des moyens de subsistance durables aux populations. Ces forêts jouent un rôle très important pour la lutte contre les changements climatiques dans le monde. Donc il est aujourd'hui important de pouvoir non pas seulement conserver ces forêts, maintenir cette haute intégrité, mais pouvoir tirer des bénéfices durables de par la conservation de ces forêts du bassin. Ces travaux de Yaoundé ont pour objectif de susciter les engagements politiques et de consolider la synergie autour de la COMIFAC pour améliorer les capacités des négociations de la sous-région et parvenir à augmenter les flux internationaux de financement climatique et de la biodiversité en faveur des forêts du bassin du Congo. Donc, il faut que les États aillent lors des négociations, lors des discussions sur les financements climatiques de manière unie, de manière concertée, mais également qu'ils puissent identifier quelles sont les opportunités économiques, quelle est la valeur du capital naturel, afin de pouvoir rentabiliser ces forêts du bassin du Congo. Ces échanges viennent à la suite de plusieurs ateliers et conventions actées dans le cadre de l'initiative COMIFAC-WWF, notamment le mémorandum entre la COMIFAC et son partenaire signé le 19 décembre 2023 qui vise à renforcer la COMIFAC dans le processus de gouvernance des initiatives de financement climatique et de la biodiversité en faveur des forêts du bassin du Congo. Maître Akeremouna bat en brèche les informations contenues dans le communiqué de l'administrateur directeur général de la SNH, signé le 10 septembre dernier. Le communiqué avait pour but de repréciser l'intérêt de la SNH dans cette affaire qu'elle suit, afin que les coupables soient connus et punis. Revenons donc sur la sortie publiée par le bâtonnier émérite de l'Ordre des avocats du Cameroun. Maître Akeremouna accuse la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun d'avoir menti dans le communiqué signé de son administrateur directeur général le 10 septembre 2024 après la comparution ce même jour des dirigeants et employés de la multinationale Glencore devant la justice britannique pour des actes de corruption commis dans des pays d'Afrique dont le Cameroun. Alors qu'Adolphe Moudiki affirme que le tribunal de Westminster, devant lequel comparaissaient les 6 prévenus, s'est déclaré incompétent, l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun dément cette information. Selon Maître Akeremouna, le tribunal a identifié les 6 personnes accusées et leur a permis de rester libres sans aucune condition
en s'assurant au préalable que toutes les parties comprenaient les faits et les accusations présentées. Et c'est ce même tribunal qui a informé les parties qu'en raison de la gravité des infractions, l'affaire sera transférée à la Cour de la Couronne de Southwark pour être convoquée à 9h30 le 8 octobre. Là réside donc toute la différence, assène l'avocat et homme politique. Car si le tribunal s'était déclaré incompétent, il n'aurait ni entendu les différentes parties, ni procédé au transfert de l'affaire à un autre tribunal en fixant la date et le lieu. En procédant ainsi, le magistrat effectuait, selon Maître Akeré, des fonctions semblables à celles d'un juge de mise en état. Bien entendu, l'ancien candidat reviendra également sur l'épisode de novembre 2022 où la SNH, alors que l'affaire Glencore venait d'éclater, avait déclaré n'être ni de près ni de loin associé à ce scandale en raison de son règlement intérieur interdisant de telles actions de corruption. D'où vient-il donc que dans la sortie de ce 10 septembre, la structure camerounaise rappelle qu'elle a saisi Glencore le 30 mai 2022 dès l'éclatement de cette affaire. Et pour ce qui est de la divulgation des noms des suspects camerounais, Maître Akeré Mouna précise que Glencore est lié par un accord de plaidoyer signé avec la justice américaine qui oblige la multinationale à répondre à toutes les questions posées par les autorités chargées de l'enquête au Cameroun. Une obligation qui, rappelons-le, prend fin l'année prochaine. Et le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun demande un audit du fichier électoral, le fichier en vue du scrutin présidentiel de 2025. Il a fait savoir au cours d'une conférence de presse ce jour à Yaoundé, selon Maurice Kamto, il y a eu manipulation du fichier électoral par Elections Cameroun avec l'appui de certaines sociétés allemandes. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouzik. D'après Maurice Kamto, le directeur général de l'ECAM manipule de manière grossière et condamnable le fichier électoral. Suivant l'article 80, il a l'obligation, à la fin de chaque année, c'est-à-dire au mois de décembre, de publier la liste de tous les électeurs inscrits. Ce n'est pas des listes partielles, ce ne sont pas des listes que l'on publie seulement dans les antennes, c'est une liste qui doit être exhaustive sur le site de l'ECAM afin de permettre à chaque Camerounais de vérifier. Par exemple, s'il y a des erreurs sur son nom, si son nom manque, ou si effectivement on a maintenu un décès, quelqu'un qui est décédé, bon, alors qu'il est décédé. Vous avez vu tout ce qui a été déployé pour les empêcher de s'inscrire. C'est le seul pays au monde où un tel phénomène a pu se produire. Partout ailleurs, on se réjouit de l'intérêt des populations à s'inscrire sur les listes électorales, si l'on veut effectivement qu'il y ait un jeu démocratique. Chez nous, on a multiplié les obstacles. Toute chose qui discrédite et retire l'autorité morale à l'ECAM pour conduire le scrutin présidentiel à venir sans soupçon, dit-il. Il s'insurge par ailleurs contre l'appui logistique donné par certaines sociétés allemandes à l'ECAM. En effet, avec l'assistance technique de cette société allemande, le pouvoir a fait croire pendant longtemps à l'idée fausse qu'il y avait plus d'inscrits sur les listes électorales dans l'extrême nord que dans le littoral, qui comprend la métropole Douala, ou au centre, qui abrite la capitale Yaoundé. Comment est-ce possible? Ces deux sociétés allemandes, Giesecke et De Vries, d'une part, et Veridos d'autre part, sont pleinement comptables du martyre du peuple camerounais et devront en répondre. Le gouvernement allemand ne peut plus rester indifférent face aux activités criminelles de ces deux sociétés au Cameroun sans apporter une part de responsabilité. Et donc, il appelle les leaders politiques, la société civile, particulièrement le chef de l'État, à prendre ses responsabilités. Qu'il assume avec hauteur la fonction qu'il occupe depuis 42 ans et dont il a voulu prolonger par la fraude la durée en 2018 en évitant au pays une implosion générale. Oui, c'est maintenant qu'il doit agir pour arrêter ce mauvais vent que font souffler sur notre pays à l'approche du prochain scrutin présidentiel. Les instances dirigeantes de l'État et leurs partenaires techniques allemands, à savoir Giesecke et De Vries d'une part et Veridos d'autre part. Les histoires où on dit succession dynastique de Grébachet et tout ça là, au Cameroun, regardez notre histoire.
regardez l'outil. Faites très attention. Pour le président du MRC, un audit du fichier électoral s'impose afin d'organiser une élection présidentielle transparente en 2025. Et à partir de la semaine prochaine, une opération de lutte contre l'insalubrité sera menée dans les municipalités du département du Foundi. L'annonce est faite ce jour par le gouverneur de la région du Centre qui appelle les populations à s'impliquer. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. Le non-paiement des entreprises chargées du ramassage et du déplacement des ordures reste et demeure la cause majeure de la persistance de l'insalubrité dans la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. La communauté urbaine de Yaoundé avoue son incapacité à résoudre ce problème parce qu'ayant un faible budget. Mais l'espoir doit demeurer pour le gouverneur de la région du Centre. À partir de la semaine prochaine, et ce pour un mois, des opérations de nettoyage seront organisées avec le concours des populations dans les municipalités du département du Mfundi. Il y a le jeudi et mercredi, essentiellement pour les communes, et vendredi pour Yaoundé 4. Les autres, c'est essentiellement jeudi et mercredi pour que la population sache que Isakam va sortir avec toute l'équipe pour ramasser ces ordures et que les populations doivent respecter toutes les consignes qui seront données. 2 nouveaux points de rupture ont été retenus à Olembe et à Mvokbessi et une évaluation de la dite opération sera faite à la fin du mois d'octobre 2024. Au cours d'une réunion, des bons points ont été attribués à la commune de Yaoundé 5 en ce qui concerne la lutte contre l'insalubrité. À Yaoundé 5, nous voulons promouvoir le ramassage de proximité, c'est-à-dire que les camions d'Isakam vont dans les quartiers ramasser les ordures. Et lorsque nous avons éradiqué un dépotoir, nous installons des comités de surveillance. La rencontre présidée par le gouverneur de la région du Centre a lieu ce 12 septembre 2024. A month-long initiative aimed at addressing unsanitary practices in the Fundi subdivision in the political capital will be launched as from next week. Governor Nasiri Paul Biya has provided detailed insight into the execution of this operation this Thursday, September 12. Let's take a listen to him. We have decided to come out twice a week to be able to clean and keep the town clean according to various council areas. And we have asked the municipal authorities, the administrative authorities, to sensitize the population so that they will be able to be the relay in carrying out these activities so that our town should be clean. And this will ward off all the kinds of diseases that people are inhaling now in town. And so we're starting with next week, and they have to sensitize the population and all the stakeholders. Starting next week, the 2 councils will be going out twice a week for 1 full month. And Isakam and Tikov have been called upon, including the city council, to call upon to put hands together to help us so that on those days we are able to carry quite a sizable quantity of. And we have made in some areas where we're going to stock in Vaubesi and at Olembe, where they're going to stock part of the first trips that they're going to make before they carry all to Kofulu, so that it is easy for them to go ahead with the job. Dans la région de l'extrême nord, où le département du Mayo d'Anaï est divisé en 2. Le pont sur le fleuve d'Anaï s'est effondré ce jour, aggravant la situation de crise que traverse Yagua. Si c'est possible qu'on ait des images. Depuis le début de ce mois de septembre,
Des pluies diluviennes et torrentielles s'abattent sur cette région, causant d'importants dégâts. Les images, s'il vous plaît. Les habitants ont besoin naturellement d'abris, mais également d'eau potable, de nourriture, de médicaments. En chiffres, c'est 11 morts, 200 000 personnes impactées, 103 hectares de cultures détruites, 185 écoles primaires inondées, 13 lycées inondés, 1178 têtes de bétail perdues, 8000 maisons détruites. Un appel à l'aide humanitaire est lancé par les autorités administratives. Il faut déjà préciser que le ministre de la Santé publique, afin d'anticiper sur les risques sanitaires, préside demain 13 septembre une réunion d'évaluation consécutive aux inondations qui ont causé les dégâts dans 19 des 32 districts de santé que compte la région de l'extrême nord. La Société de développement et d'exploitation des productions animales, en abrégé SODEPA, veut rendre accessible à tous la viande de bonne qualité. Une boucherie moderne dénommée Mon Ami le Boucher a été officiellement ouverte ce 12 septembre 2024 au quartier Cité Verte. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé. Inès Pangan et Thierry Honda. Le défi ici, c'est rendre disponible une viande de bonne qualité à des prix préférentiels. Le projet, c'est Mon Ami le Boucher, mené par la Société de développement et d'exploitation des productions animales, en abrégé la SODEPA, est officiellement mise en œuvre ce 12 septembre 2024 au quartier Cité Verte dans le 2e arrondissement de Yaoundé. C'est une boutique de proximité. Ça permet que les Camerounais puissent manger la viande de bonne qualité à un prix abordable le plus possible, puisque vous savez, le chef d'État a offert à la population les entrepôts frigorifiques de Yaoundé, Kribi, Ebolova et Ngaoundéré. Bien, il faut donc comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces entrepôts et c'est ça que nous faisons ici aujourd'hui. Après Ebolova, après Etoudi, aujourd'hui nous sommes donc à Etetak pour installer cette boutique. L'atteinte de ce résultat est le fruit de formations aux bonnes pratiques des bouchers et des dégustations de brochettes de viande Mon Ami le Boucher, organisées dans cet arrondissement célèbre pour son ministère du soya. Nous sommes ravis. Déjà, nous sommes dans une commune assez particulière. Nous avons le ministère du soya dans notre municipalité. Donc nous sommes ravis qu'aujourd'hui la SODEPA ait pu mener cette belle action, cette belle œuvre en faveur des populations en mettant sur pied ce nouveau concept Mon Ami le Boucher. Cela nous aidera déjà à avoir la viande de bonne qualité à un prix vraiment assez moins cher, quoi. Il est à noter que des boucheries de ce type seront bientôt ouvertes à la Cité des Palmiers à Douala et à Ahala à Yaoundé. La SODEPA est un outil des pouvoirs publics en charge de la sécurité et de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. News out of the country, Vice President Kamala Harris joined President Joe Biden in commemorating the 23rd anniversary of the worst terror attack on American soil. Well, whoever takes the presidency in January, whether Harris or her rival, former President Donald Trump, also at the ceremony, will continue to face a range of threats. Let's get more details of this story from our foreign partners, The Voice of America. Oh, say, can you see by the dawn's early light? It was here, on a cruelly beautiful September day, that the world changed. The worst terror attack in U.S. history started here in 2001, with 2 hijacked planes smashing into New York City's iconic landmark, the World Trade Center Twin Towers. Less than an hour later, another airliner pierced the symbol of American military might, the Pentagon. And then again, that same terrible day, a final hijacked flight came to a tragic end here, in this desolate field in rural Pennsylvania. 23 September 11ths later, President Joe Biden and Vice President Kamala Harris marked this somber day with silence, racing to all 3 sites, meeting privately with victims' families and first responders, and listening to the litany of names, hours worth of names, read one by one by victims' families. Neely Ann Heffernan Casey. Joining them in somber silence and quieting the usual clatter of this fevered presidential campaign, presidential challenger Donald Trump
and his running mate, J.D. Vance. They also met with families and first responders. Biden and Harris issued written statements on the tragedy. Responding to a question from VOA, the White House said the U.S. continues to take terror threats seriously. But as for counterterrorism capability, again, we have proven time and time again that we are able to monitor the threat and deal with the threat, sometimes in near real time if need be. Not taking it for granted, not saying we don't always have to keep sharpening it, but believe me, we're focused on it. But terrorism experts point to a growing list of hotspots, from the revitalized terror haven of Afghanistan to growing threats in West Africa. We've seen a rise of ISIS-affiliated groups in West Africa, as well as a rise in al-Qaeda-affiliated groups in West Africa. And we've seen some West African states have adopted authoritarian tones, have taken power by force, ignoring democracy and elections. And that has resulted in the departure of countries like the United States and France, who have embraced a rule of law system to counter bad actors. Whoever wins the White House in November, he said, will also need to look at threats much closer to home. I've been writing about the rise of domestic extremism for the last few years, and in many ways, it's the most profound challenge the United States faces for a few reasons. First, there has been an explosion of polarization in the United States, putting politics aside, but politics is part of that polarization that we see, that has resulted in a rise, especially in the early 2020s, of groups that have neo-Nazi sympathies. We love you so much and we miss you so much. A whole generation of Americans has grown up since that terrifying, clarifying, clear-skied autumn day. But for the next Commander-in-Chief, there is never a time to breathe easy. Anita Powell, VOA News, in New York, Shanksville, Pennsylvania, and the Pentagon. Paul Reagan Casio. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour cette fois-ci faire le point de l'actualité en Afrique. Le président sénégalais s'adresse à la nation ce jeudi soir pour dégager l'horizon politique plus de 5 mois après son entrée en fonction sur la promesse d'un changement profond. Bassirou Diomaye Faye peut décider à partir de ce jeudi de dissoudre le Parlement hostile au pouvoir et convoquer des élections législatives anticipées. Le chef du principal parti d'opposition tanzanien a demandé la démission du ministre de l'Intérieur et des dirigeants des services de sécurité qu'il accuse d'être responsables de la disparition de militants. Il menace de lancer des manifestations si aucun de ces militants ne réapparaît d'ici le 21 septembre. En Afrique du Sud, 7 membres d'une même famille, dont 3 enfants, ont été tués par balle par des inconnus dans la province du KwaZulu-Natal, dans l'est du pays. La police dit suspecter une exécution préparée. Les gardes-côtes tunisiens ont repêché les corps de 5 migrants africains et d'un bébé au large de la ville de Monastir. Les corps avaient été repêchés mercredi en fin de journée et les migrants étaient originaires d'Afrique subsaharienne. En sport football féminin, l'équipe nationale de football féminin des moins de 20 ans du Cameroun est éliminée de la Coupe du monde de cette discipline qui se joue en Colombie. Hier soir, le Cameroun est tombé devant le Brésil, 1-3 lors des 8e de finale de cette compétition. Malgré cette défaite, il faut se réjouir d'avoir atteint le second tour de ce mondial pour la toute première participation des Lionnes U20. Selon l'entraîneur Hassan Bala, Makeda Didjonjo. Fin de parcours pour l'équipe nationale de football féminin de moins de 20 ans en Coupe du Monde. Mercredi 11 septembre 2024, le Cameroun a été battu 1-3 par le Brésil dans le cadre des 8e de finale de ce mondial féminin U20 qui se déroule en Colombie. Pourtant, c'est notre pays via Naomi Eto'o qui ouvre le score à la 22e minute avant l'égalisation du Brésil sur pénalty à la 35e minute de jeu. Lors des prolongations, le Brésil inscrit son 2e but, puis le 3e et remporte la partie par 3-1. Malgré cette défaite, le Cameroun n'a pas à rougir, selon l'entraîneur Hassan Bala. Et vraiment, les filles n'ont pas démérité. Elles ont tout donné. Je dis vraiment bravo à cette équipe. Cette belle équipe que je suis en charge, vraiment de mon moment. Ces enfants ont tout donné aujourd'hui. On a quand même essayé de travailler quelque chose. On a vu au stade ce que cette animation qu'on cherchait et à chaque fois ça devenait. Malheureusement,
tomber face à une équipe brésilienne avec un coup de pouce de l'arbitrage, c'est ce que je dis parce que j'ai décrié cela, même en zone mixte, nous on ne comprenait pas. Il y avait de la place pour arriver loin. Malheureusement, comme j'ai dit, on ne va pas cracher sur ça. Sur le 8e de finale, première participation, 8e de finale, ce qui est sûr, les filles vont quand même lever la tête. Le Cameroun est le 3e pays africain à quitter cette compétition. Dernier représentant du continent encore en lice, le Nigeria, qui affronte le Japon ce vendredi 13 septembre à 2h heure du Cameroun, toujours dans le cadre des 8e de finale de cette Coupe du Monde U20 de football féminin. Elimination for the under-20 Lionesses, that is in football. Now we talk basketball, where Cameroon's under-18 men's national team has defeated Rwanda this Thursday by 67 to 53 points in the quarterfinals of the men's under-18 Afro-Basket competition ongoing in South Africa to book a spot in the semi-finals of this competition. Well, Sieni Amadou put forth a spectacular performance, scoring 15 points, 23 rebounds, 2 steals to see the team achieve this feat. Well, if we can get the images on the screen, this is a history-making event for the team as it comes after the women picked up a semi-final spot in the same competition on Wednesday. Well, the women's under-18 advanced to the semi-finals after a narrow 65-63 victory over Angola. The game was closely contested with both teams exchanging leads throughout. Angola had initially taken the lead by 4-0, but Cameroon quickly responded, finishing the first quarter with 22 points against 14. However, Angola mounted a strong comeback in the second quarter, outscoring Cameroon 19-9 to lead 33 against 31 at halftime. The third quarter saw the Baby Lionesses regain a slight edge, ending it by 19 against 15, leading by 50 to 48 points. While the final quarter was dramatic, with neither team able to pull away. The match concluded with a missed shot from Angola that could have tied the game, while Cameroon's Abada secured the win with a crucial layout. The competition continues right up to September 15, and we will be bringing you details of the subsequent matches in the semi-finals of these competition ongoing in South Africa, most definitely in our subsequent editions of the news. Well, it's with that report, with that note on sports, that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful time in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Riandoge. Bonne soirée à vous, Onila Donnet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.